Alors, Nicolas Duvernois, j'ai un compliment à te faire. Merci. Parce que j'aime beaucoup nos rencontres depuis le début. J'ai dit, Il sait même pas c'est quoi le compliment. Je dis merci avant quoi que ce soit. Ben, il a raison. Moi, souvent, je dis bravo. Pourquoi bravo? Prends-le don. Ouais. Bravo, c'est tout. Après ça, on discutera. Quand t'arrives, j'ai remarqué ça aujourd'hui. Quand t'arrives, moi, c'est comme si j'ai fini. Ah, c'est un très beau compliment. Oui, c'est-à-dire que tout le reste de l'émission, ben Hugo, il me dit, mettons, parce que le monde ne sait pas, mais moi, je contrôle. Oui, je fais bien ce que je veux, mais je veux dire, c'est Hugo qui me dit 2 minutes à l'entrevue, on s'en va, tu sais. Moi, je fais juste suivre ce qu'il me dit. Fait que j'ai tout enlevé ça de ma tête, c'est tout lui qui est en charge de ça. Mais, avant que tu arrives, ben là, tout à coup, je fais, là, c'est Rémi Francoeur, là, mais quand tu arrives, c'est comme fini. Parce qu'après ça, on a un invité. Ouais. Puis c'est comme si on disait, on va aller au breuvage, on va à la terrasse au Boswell. Tu comprends? C'est fini. C'est fini. C'est le début de nos vacances. C'est le début de la fin. Oui. C'est quand même une belle position à être. T'avais raison de dire merci. Je suis une liberté d'esprit. Mais là, Marianne, t'as eu à la question pain brun ou pain blanc, c'est quand même important. J'ai des réponses, moi aussi. Là. Ben, vas-y, puis après, moi, je vais c'est donner... multigrain, sauf, comme je te disais pendant la pause, quand je vais manger, tu sais, chez Claudette, un 2 œufs bacon, le pain, je vais le prendre blanc, inondé de beurre. Tu sais, parce que l'expérience compte. Comme je lui disais, tu sais, mes œufs, je veux pas qu'ils soient bio chez Claudette, là. Des œufs de poule avec une jambe, là, tu sais. Oui. Puis le bacon calciné. Puis, calciné, dur. Ben, tu sais, comme la vraie expérience, tu sais, dans ma tête. Pourquoi c'est vrai? C'est pas plus vrai? Ah, ben oui. Tu sais, deux. Écoute, OK, on est parti. OK? T'as pas remarqué que les 2 œufs bacon, tu sais, il y a inflation, puis inflation. L'autre jour, j'ai été dans un endroit déjeuner, je vais taire le nom, mais tu sais, pour de vrai, l'entrée de gamme, puis c'était genre 24,99. Ah non, c'est l'enfer. C'est comme... c'est 30 piastres un déjeuner. Tu sais, à un moment donné, on est 5, nous, tu sais, j'ai pris une hypothèque, tu sais. Donc, ça coûte comme 100 piastres, plus que ça. Ah, ben oui, facile. Ben oui, puis il n'y a pas d'alcool là-bas, là. Il n'y a pas rien qui fait monter le truc, là. Ben, les cafés fancy, Non, moi, là, je prends toujours jus de chaussette. Okay. Non, je veux l'expérience jusqu'à la fin. Jus de chaussette plus ou moins tiède, tu sais. Non, moi, je trouve que c'est exagéré. Ça me manque, tu sais, quand j'étais sans enfant avec Caro, on allait dans un endroit, je ne me rappelle plus du nom, bien entendu, Mme Bolduc. Et puis, je crois que c'était 5,99. Puis là, tu sortais de là, tu roulais. Là, tu sais. T'avais mangé. Là, alors c'est ça. Fait que tout ça pour dire que le pain, moi, c'est multigrain. C'est quoi? Ben, on a Kevin de Montréal qui l'a dit. Ça, Marc, ça, c'est non. Une sandwich aux tomates, c'est jamais avec du pain brun. Une sandwich aux tomates, c'est avec du pain blanc. J'accepte ce compromis. L'expérience. C'est vrai. C'est un homme brillant, Kevin. Je suis vraiment d'accord avec Kevin. On a André de Saint-Hyacinthe qui dit pain brun depuis au moins 20 ans. Bravo. Carl de Saint-Sauveur, peu importe, j'aime le pain. Pain blanc, j'aime pas le pain brun. Ah, tu vois. Pain brun artisanal. Une tranche maximum au déjeuner pour limiter la quantité de glucides. C'est ce que nous dit Caroline. Très bon. Très Donc, bon. c'est Caroline. mitigé. Tu vois, des auditeurs avec les yeux dans les trous. Ouais. Fais attention à leur alimentation. Ouais. Non, ben c'est important. Franchement, ce qu'on met, c'est ce qui on est. C'est qui on est. Bon, assez de ça. Là, tu veux me parler... c'est pas la chronique nutrition? Non. Ah! C'est moi qui ai fait. OK. Précarité des artistes. Oui, j'ai lu la série d'articles sur la précarité des artistes. Et puis, ça m'a intéressé de deux bords. D'une manière, bon, tout m'intéresse, donc ça m'a intéressé, mais de l'autre manière, c'est que tout de suite, dès la première série de reportages, dès le premier reportage, je me suis dit, oh là là, ils vont se faire casser du sucre sur le dos, ça va être facile, de quoi ils se plaignent, ils sont tous Céline Dion millionnaires. Et puis là, j'ai trouvé ça intéressant de voir un réel portrait. Puis j'espère que le monde a lu. Tu sais, souvent, on entend, mais on n'écoute pas. Donc, souvent, on lit le titre, puis on lit pas l'article. Mm-hmm. Et puis là, je me suis dit, peut-être faire un petit ménage là-dedans. Tu sais, c'est qui les artistes? Puis quand tu regardes, tu sais, les artistes de l'UDA principalement, c'est pas... que des comédiens à la télé, dans des séries télé. Tu sais, c'est des cascadeurs, c'est des chorégraphes, des danseurs, c'est des humoristes. Il y a toute une panoplie de types d'emplois qui font partie de cette grande famille des artistes. Puis je trouvais ça intéressant. Puis les statistiques, quand même, tu sais, sont aussi intéressantes. Tu les as pris où? Sur le site de l'UDA. OK. Donc, 7084 membres actifs, donc 7000 personnes quand même. Le revenu moyen, ça, c'est quand même hallucinant, c'est 18 738 $. Moyen? Le revenu moyen au Québec, c'est 67 000 $.
Donc, tu sais, c'est quand même, souvent, on pense que ce qu'on voit à la télé, en affaires, il y a un gros problème souvent, c'est qu'on a un succès d'estime avant d'avoir un succès monétaire. Et très souvent, tu vois un entrepreneur... Tu reprends... Où t'as pris ce vocabulaire-là? C'est moi qui, dans ma tête. Là. Parce que c'est un vocabulaire de showbiz. Ah? Ben oui. Comment ça? Ben, tu vas, par exemple, je nomme personne, mais... Un humoriste qui commence. OK, il fait sa première. Les critiques sont dithyrambiques. Non, laisse-moi finir. Ouais. Les critiques sont dithyrambiques, il vend pas de ticket. On appelle ça un succès d'estime. OK. C'est que les collègues, la presse, tout le monde fait « Waouh, waouh, waouh ». Le public, on s'en cogne. Personne. Il ne vendra jamais un ticket en région. OK. Tu me suis? Oui. C'est un vocabulaire de showbiz. C'est pour ça que je suis curieux de savoir. Non, mais c'est intéressant parce que c'est relativement différent de la manière que je le vois dans le monde des affaires. C'est que le succès d'estime, souvent, c'est que tu as tellement investi d'argent pour te lancer en affaires que tu es tellement endetté qu'au début, tu fais juste rembourser tes dettes. Donc, tu as un succès, tu vends tes produits, mais tu ne fais pas une scène. Mais c'est intéressant quand même. Je ne savais pas que c'était aussi, entre guillemets, utilisé dans le monde du showbiz. Mais tout ça pour dire que, effectivement, quand tu regardes les chiffres, 18 738 $ de revenus moyens. Donc, on les voit à la télé, on les voit partout, puis on pense que, ils réussissent parce qu'il y en a quelques-uns qui réussissent, puis c'est toujours la minorité qu'on prend comme exemple. C'est comme les millionnaires, c'est tous des trous de cul parce qu'on prend le millionnaire trop de cul qu'on connaît, puis on se dit, ils le sont tous. Donc, seulement 287 d'entre eux sur 7000 membres, donc 4 % font plus de 100 000 $. Et puis, seulement 2 % font plus de 150 000 $. Ça, c'est 140 personnes qui font plus de 150 000 $. Mais on se rappelle qu'aujourd'hui, 100 000 $, tu conduis un autobus pour la Ville de Montréal, pour la STM, tu fais 100 000 $. T'es policier, tu fais 100 000 $. Fonds de pension. T'es professeur, tu fais 100 000 $. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Là. Avant, il y a une quarantaine d'années, 100 000 $ était un salaire qui était... dans la braquette supérieure. Aujourd'hui, c'est une braquette peut-être supérieure pour beaucoup de monde, mais pas de loin. T'sais. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on est très loin du portrait imaginé. La réalité est très loin de ce portrait imaginé-là. Et puis, ça surprend... Personne dans l'industrie en tant que telle, quand on gravite un peu autour de l'industrie, on sait à quel point il y a une précarité, on sait à quel point tu as peut-être un contrat maintenant, mais tu ne l'auras pas demain, on sait à quel point tu peux perdre ta job en une fraction de seconde, on sait à quel point, écoute, il n'y a pas 18 000 postes de radio puis de télé ici au Québec. Très bon point. Très Donc, bon point. tu sais, quand... À un moment donné, tu vas être comptable, il y en a des jobs. Exactement. Les opportunités sont plus limitées. Ouais, non, absolument. Et puis, alors, on le sait très bien maintenant, avec cette série de reportages-là, que la majorité des artistes ne peuvent pas vivre de leur art ou vivent à temps partiel de leur art. On sait aussi que les revenus sont extrêmement variables. Puis on sait que le modèle économique, selon la catégorie d'artistes, a été bouleversé. Pour la musique, c'est sûr que des Spotify de ce monde sont venus faire très mal. Pour d'autres catégories, quand je pense peut-être même à l'intelligence artificielle qui va pouvoir venir gruger dans les pattes de certaines catégories d'artistes, ça va faire mal. Même les auteurs. Les auteurs, effectivement. Les écrivains sont dans une autre, ils sont pas dans l'UDES, ils sont dans une autre catégorie, mais eux, c'est vraiment la catégorie qui font le plus pitié en quelque sorte dans leur réalité. Très difficile de vivre de son art. Et puis, ils ont des revendications, puis ça, c'est normal. Puis j'étais intéressé de voir les revendications et puis de comparer surtout avec d'autres. Mais attention, il ne faut pas comparer avec tout. Les revendications, vite, c'est un meilleur accès à l'assurance-emploi parce que c'est très compliqué. Le système est fait, encore une fois, un peu comme l'école, c'est fait pour la moyenne des autres, mais à un moment donné, c'est difficile quand tu as des revenus, beaucoup de revenus à un moment donné, pas beaucoup de revenus à un autre moment donné. Le système d'assurance-emploi, il ne suit pas nécessairement cette logique-là. Un filet social adapté aux artistes. Sorte de revenus temporaires. Là, on ouvre vraiment une boîte de Pandore parce qu'il y a beaucoup de catégories d'emplois qui pourraient demander ça, notamment les travailleurs saisonniers. Qui ont une entente particulière avec l'assurance-emploi. Quand tu es un pêcheur de homards aux îles de la Madeleine, tu travailles quelques mois par année, le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Ils veulent plus de financement public à l'accession. C'est bien que tu le soulignes, parce que ça existe pour vrai. Oui, ça existe pour vrai. Urbaine, absolument. Non, ça existe pour vrai. Ils veulent plus de financement public. Ça, c'est un peu un cliché. Toujours plus d'argent, On va y revenir. Et puis, reconnaître le travail invisible. Ça, je trouve que c'est intéressant. Cependant, il y a encore une fois beaucoup de catégories de travail qui est touchée par cette réalité-là.
effectivement, quand tu vois une pièce de théâtre d'une heure et demie, tu vois pas les 150 heures qui ont été faites de préparation, d'écriture, de répétition, de tout de ça. Donc oui, effectivement, c'est un travail. Cependant, l'autre jour, j'étais au resto avec Caro, puis je lui parlais à quel point, quand c'est une job de passion, puis quand tu vends un résultat futur, tu sais, c'est très difficile de gagner bien ta vie. Tandis que quand c'est une job traditionnelle où le résultat est tout de suite, tu sais, tu coiffes les cheveux, tu coiffes les cheveux, tu coupes les cheveux. Ça vient avec un résultat concret immédiat. À tel moment. Exactement. C'est super difficile de vivre de ça. Mais cependant, quand on regarde toutes les revendications des artistes, qui sont compréhensibles, est-ce que je suis d'accord avec toutes? On va revenir, mais qui sont compréhensibles, ben là, tout de suite, je peux pas ne pas penser aux entrepreneurs. Moi, je suis un entrepreneur. J'avais exactement... Et j'ai cette même réalité-là. Est-ce que j'ai un coussin aujourd'hui? Oui. Mais pendant des années, je me suis endetté. J'ai mis des heures... Et ça aurait pu flopper, en passant. Et la majorité des entreprises floppent. Disons-le. Exactement. Puis quand tu floppes, bien souvent, tu n'as pas le droit d'une deuxième chance. Non. Quand tu rates une audition, des fois, tu peux aller essayer un autre show. En affaires, ben, tu es endetté par-dessus la tête, puis beaucoup de monde doit faire faillite. Donc, c'est quand même le début de la fin. Il y a les agriculteurs. Une mauvaise saison. Quand je pense aussi à un vigneron, une mauvaise saison, ou juste une nuit où il fait trop froid, ben boum, il perd toute sa récolte. Ça, eux, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on les abandonne? Une panoplie de travailleurs autonomes, un graphiste ou peu importe, c'est super complexe aussi, leurs revenus, leur précarité tout aussi existante. Les artistes savent comment faire parler d'eux bien souvent, donc ils ont des super bons porte-parole, ils ont une union des artistes, un syndicat qui les protège, et tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à des solutions. Mais attention, parce que on va me dire que l'art, la culture, c'est pas un domaine économique traditionnel, normal comme les autres. Et ça, je suis en accord avec ça. Dieu sait que je promouvois la culture, Dieu sait qu'il faut, surtout au Québec, protéger notre culture. Cependant, je me suis dit, ben, faisons le parallèle avec un autre domaine qui ressemble beaucoup au domaine des artistes, les athlètes amateurs. Tu sais, ceux qui vont au JO, là, ceux qui sont les meilleurs dans la planète dans leur sport, ont la même réalité. Ils ont la même réalité, même plus difficile, parce qu'ils doivent courir année après des commandites. S'ils se blessent, c'est fini la commandite. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous pendant une année quelconque, c'est fini. C'est extrêmement sauvage. Extrêmement sauvage. Pour les femmes, quand elles tombent enceintes, il y a beaucoup d'exemples de femmes sportives, même de grandes entreprises, des équipementiers comme Nike, qui ont abandonné la minute où ils ont su qu'ils étaient enceintes. Donc, c'est vraiment, vraiment un parallèle qu'on peut faire. Mais là, comment ça se fait que quand un agriculteur ou un entrepreneur ou un travailleur autonome vit dans la précarité, on dit que c'est un risque d'affaires, tandis que quand un artiste vit dans la précarité, on ne dit pas que c'est un risque de choix de vie. Parce que c'est un choix aussi, quand même. Il y a une responsabilité personnelle. Non, mais je vais te le dire pourquoi. C'est très intéressant. Vas-y. Parce qu'on se dit, ouais, mais lui, il aime ça. Ouais. Et donc, la valeur diminue à cause de cette réflexion-là. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Quand moi, j'étais gérant d'artiste ben d'humoriste... Oui, c'est pour ça que j'avais hâte d'en parler. Quand les jeunes commençaient, moi, je me faisais appeler en disant « Ouais, mais ça va être bon pour lui, il va se faire voir. » Ouais, je veux bien croire. Mais non, mais c'est vrai, la logique, souvent, dans la tête des gens... Puis moi, je veux juste souligner une affaire. C'est que la culture, là, une des belles définitions que j'ai entendues, c'est ce dont tu t'ennuies quand t'es pas chez vous. C'est beau. Ben, c'est pas tant le bricoleur, là. Ouais. Ça donne que tu écoutes des disques, tu comprends? Ça fait que faites attention dans votre logique, parce que tout ce que tu dis, j'aime ça, t'amènes ça avec un point très nuancé. Moi, j'ai pas une position particulière là-dessus, mais mettez pas ça au même plan. C'est vrai que c'est une autre réalité. Puis c'est pas parce que quelqu'un a dit « Moi, ça, c'est mon rêve », parce que c'est très rare quelqu'un qui dit « Je suis plâtrier, c'était mon rêve ». Non, exactement. Bon, mais sauf que ça diminue pas la valeur puis l'intensité du travail qui est fait. Merci beaucoup, Nicoline Bordeaux.